Bienvenue, Zaki Lahbabi, Merci. directeur général de TSM Transatlas Sport Management, c'est bien ça? Oui. Donc vous êtes le directeur général et c'est une agence spécialisée dans le marketing sportif. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de marketing sportif, on va en débattre avec vous. Oui. À l'heure où la Coupe du Monde bat son plein en Russie, c'est les premiers quarts de finale demain d'ailleurs. On va parler aussi et débattre des enjeux de la communication par le sport. Pour les entreprises, c'est-à-dire pour les annonceurs, mais peut-être aussi pour les fédérations, pour les équipes nationales, pour les clubs. Donc on va essayer d'en savoir beaucoup plus avec vous. Et ensuite, comme on est un petit peu curieux, on va essayer de savoir aussi ce que ça coûte et ce que génère aussi le marketing sportif pour les marques. Donc tout de suite, en fait, Zaki Babi, sur Coupe du Monde aujourd'hui, malgré le fait que notre équipe nationale ait été éliminée au premier tour, est-ce que la Coupe du Monde de football aujourd'hui, événement super méga planétaire, c'est aussi ce qui génère le plus de sous et là où tous les opérateurs marketing sportifs sont positionnés? Alors oui, la Coupe du Monde, comme son nom l'indique, c'est l'événement mondial. Donc très clairement, c'est l'événement premier au niveau de l'impact médiatique au niveau monde. Il faut savoir qu'un événement comme la Coupe du Monde, par exemple, pour vous donner rien qu'un chiffre, une finale Coupe du Monde, c'est 1 milliard de téléspectateurs. Il n'y a aucun événement en face qui peut Qui arrive à mobiliser autant de qui arrive à mobiliser 1 milliard et demi d'audience. Donc c'est l'événement top catégorie, hors catégorie. Je veux dire, bon, bien entendu, après les budgets sont beaucoup plus conséquents, mais il est clair que la Coupe du Monde est l'événement numéro 1 dans le monde. Donc ça veut dire est-ce qu'on peut réduire ça en disant la Coupe du Monde de foot, c'est un cash machine aussi pour la FIFA, cash machine pour les entreprises qui investissent, et donc du coup il y a des retombées aussi médiatiques et donc financières. Après, il faut rentrer dans le détail. Ouais. C'est-à-dire que par exemple une Coupe du Monde, il y a toujours ce débat, est-ce que une Coupe du Monde est rentable, oui ou non? Ça dépend des cabinets, ça dépend des analyses. Pour vous donner quelques petits chiffres, une Coupe du Monde, en général, on va dire, parce que les chiffres aussi sont souvent, on va dire, sujets à contradiction, mais en général, une Coupe du Monde, c'est 4 milliards de dollars. D'accord? À peu près 40 milliards de dirhams. Oui, de cet ordre-là. C'est ce que ça génère. Voilà. D'accord. Non, coûte. D'accord. Voilà. Après, non, pardon, génère, excusez-moi. Oui, voilà. génère, voilà. Après, voilà, génère. Après, ce que ça coûte à peu près, c'est 2 milliards. D'accord. Donc j'investis 2 milliards de dirhams, Voilà, 2 milliards, 2 milliards de dollars, donc à peu près 20 milliards de dirhams. Voilà. Et la Coupe du Monde génère le double. Voilà, C'est ça, tout 40 à milliards. fait. Bon, attention, par contre, sur ces 2 milliards de différence, il faut bien se rendre compte que là-dedans n'est pas comptabilisé, par exemple, tout ce qui est infrastructure. Construction des stades, les réseaux routiers, les aménagements de communication, etc. Les hôpitaux, comme c'était le sujet pour notre Coupe du Monde, par exemple, etc. Donc, j'ai envie de dire, il y a des exemples. Bon, pour la Russie, il est clair que c'est aussi un travail d'image. Quand vous voyez la situation de la Russie, il y a eu certaines, on va dire, polémiques assez importantes par rapport à Poutine. Bon, très clairement, c'est aussi un travail d'image pour réhabiliter la Russie sur la Pour scène le pays internationale. organisateur, avant Voilà. Donc c'est un gain d'image, c'est un peu comme pour le Qatar. Ouais. Mais après, quand vous prenez la Coupe du Monde, par exemple, au Brésil, finalement, durant, pendant et avant, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de mouvements sociaux. Et finalement, est-ce que cette opération était réellement rentable? Il y a un point d'interrogation, il y a beaucoup de débats. La même chose pour l'Afrique du Sud. Tout le monde a vu les images de certains stades où il y a eu de très beaux stades, très bien. Mais après, ces stades, ils n'ont pas été exploités. Donc c'est des coûts, c'est des pertes financières quand même conséquentes et sur du long terme. Donc c'est sujet à débat. Mais après, c'est clair que pour un pays, c'est, on va dire, une campagne de communication planétaire ultra efficace. Sans pareil, en tout puissante. cas, Voilà. c'est ce qui se Il n'y a fait pas de de mieux. comparaison. Juste, on va rentrer aussi dans le détail là-dessus, mais c'est que la baby, parce que donc, en réalité, nous, quand je dis nous, c'est-à-dire le Maroc qualifié à cette Coupe du Monde de Russie, après 20 ans après avoir disparu des radars Coupe du Monde, depuis 98 en France d'ailleurs. Tout à fait. Et En d'ailleurs, termes- pour la petite anecdote, c'est Oui. bien dommage qu'on n'ait pas fait un hommage plus important pour Henri Michel. Oui, qui est- Parce qu'en 98, il nous a tous fait vibrer. Et bon, il est mort il n'y a pas très longtemps. On en a à peine parlé. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que bon, c'est j'ai pas quelqu'un trouvé qui ça a- très, très fair-play, c'est ça que je Voilà. voulais dire. Je pense que c'est quelqu'un avec qui on aurait dû rendre un hommage un peu plus important parce qu'il était très impliqué sur le Maroc, quasiment, on va dire, d'adoption marocaine. Donc c'est un peu dommage. Puis très Ça, apprécié humainement, Voilà. c'est quelqu'un de généreux et Exactement. solidaire, c'est comme ça que je le présente Tout à ses fait. amis. Mais l'équipe nationale qui a participé à cette Coupe du Monde, malheureusement, n'a pas atteint les huitièmes de finale. Oui. Est-ce que pour autant, en termes de marketing sportif, les entreprises marocaines ou installées au Maroc qui se sont associées à l'équipe nationale, est-ce qu'il y a eu quelque chose de positif, une émulation, une dynamique ou pas? Alors très clairement, je veux dire pour la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, on le percevait, il y avait une certaine, comment dire, réticence, voire je demande à voir. Les partenaires nous disaient, je demande à voir ce que ça va donner. Donc il n'y avait pas forcément un engouement
Bon, bien entendu, quand on a obtenu notre ticket Coupe du Monde, on l'a senti tout de suite. D'ailleurs, quand on avait travaillé sur certains matchs, entre autres la Côte d'Ivoire-Maroc, on a vu tout de suite que les partenaires étaient beaucoup plus, on va dire, réactifs. Mais après, j'avais dit au Maroc, on a un énorme souci, et d'ailleurs la fédération l'a sensibilisé dans ce sens-là. Vous avez énormément d'entreprises au Maroc qui utilisent l'image de l'équipe nationale, des termes tels que Lion de l'Atlas, l'équipe nationale, on soutient l'équipe nationale, sans aucun droit. C'est-à-dire sans aucun droit, sans payer. Sans aucun sans mettre au pot. Sans mettre au pot. Contrairement à des partenaires qui, j'insiste, sont des partenaires fidèles. Bon, on les connaît tous. Hein. Il y en a, je ne vais pas les citer, mais c'est des partenaires fidèles depuis des dizaines d'années. Des opérateurs, Boudeido, etc., qui, eux, jouent le jeu, soutiennent cette équipe nationale financièrement, investissent. D'autres entreprises de renom, dont je tairai le nom, mais qui ne se gênent pas pour exploiter et faire des parallèles autour de l'équipe nationale, qui, je trouve, en finale, j'appelle ça du sponsoring mesquin et petit. Parce que soit on se donne les outils pour communiquer autour avec toutes les cartes, mais on ne tourne pas autour du pot en faisant semblant de je supporte l'équipe nationale. C'est de l'opportunisme pur et dur, mais qui, très clairement, outrepasse les cadres juridiques. Donc certaines... Il y a des dispositions juridiques, je voulais vous poser, qui existent. Les droits d'image. Vous ne pouvez pas utiliser le logo de la fédération comme vous voulez. Vous ne pouvez pas utiliser le terme équipe nationale en vous associant à une marque commerciale. Il y a plein d'éléments réglementés qui existent. Comme d'ailleurs, pour vous donner un exemple, je vous rappelle qu'on avait signé des contrats autour de l'équipe nationale. On avait préféré, et par précaution, parce que le drapeau marocain est aussi réglementé, on ne peut pas l'utiliser à n'importe quelle sauce. On avait, nous, dans notre cadre, pour faire les choses professionnellement, demandé au ministère des Habous, dans le cadre des partenaires de la fédération et des contrats signés avec les partenaires, de pouvoir associer le logo fédération, le drapeau Maroc, avec la marque commerciale. Et ça avait été validé. Ça avait été validé officiellement. Par l'État et par les pouvoirs publics. Tout à fait, mais parce qu'après, j'ai envie de dire, c'est des droits d'image. J'ai envie de dire, si vous voulez faire du sponsoring, le sponsoring, c'est des valeurs. Et des valeurs, on le fait vraiment avec le cœur, ou on ne les fait pas. Et des entreprises qui payent. Qui sont partenaires de l'équipe nationale, par exemple. Tout à fait. Elles râlent, qu'est-ce qu'elles disent quand elles disent nous, on paye, et puis on voit que d'autres... On a eu des remarques, mais on en a parlé, et je ne vous cache pas que là, on est en train de mettre en place des éléments on a recensé toutes les entreprises qui ont utilisé les droits, on les a fait constater. On est en train de voir avec la fédération pour un peu taper du poing sur la table, parce que c'est vraiment... Que dit la fédération? Il faut élargir à ce niveau-là. On est en train de travailler là-dessus. Parce que c'est aussi... Non, c'est quelque chose où ils sont sensibilisés. Un manque à gagner pour la Bien fédération. Sûr, c'est un manque à gagner. Et en fin de compte, je vais vous dire, quand vous sponsorisez l'équipe nationale ou vous aidez le football marocain, vous aidez indirectement aussi tous les clubs derrière et tout le football amateur. Donc soit on se donne les moyens pour communiquer autour et avoir une vraie action de sponsoring, c'est-à-dire bien sûr profiter de l'image, de la notoriété de l'équipe, mais aussi soutenir ces clubs et ces fédérations pour que justement elles permettent au football marocain de mieux se développer et pas de jouer, on va dire, petit jeu. Donc Zaki El Hababi, vous nous disiez donc avant ce fameux match retour en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où effectivement on a arraché notre qualification pour la Coupe du Monde, tout à fait. Les partenaires, les entreprises et les marques, et les grandes marques essentiellement, étaient plutôt... à l'écoute, mais sans plus. Voilà, un petit peu attentistes, c'est un petit peu ça. Tout à fait. Donc après ça a décollé. Ça a décollé. Il y a eu un véritable engagement auprès de l'équipe nationale. Non, pourquoi? Parce que le délai entre la Côte d'Ivoire et Maroc et la Coupe du Monde était très court. Donc pour mettre en place des partenaires de ce type-là, c'était très difficile. Donc ça n'a pas été fait. Mais j'ai envie de dire, ça n'a pas été fait pour deux raisons, parce que le délai était court, mais aussi parce que justement, beaucoup de sociétés se sont trouvées assez intelligentes pour pouvoir tourner autour du pot sans avoir réellement un contrat autour de la fédération. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose... Du parasitage. Voilà, du parasitage. C'est ça le terme. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être recadré, clairement, et j'ai envie de dire, peut-être même faire certains exemples pour montrer clairement que les droits, il y a des droits qu'il faut les respecter. Ça vous met en colère, ça? Oui, parce que je trouve ça, vous savez, j'ai bossé par exemple pour l'équipe de France en 98. On a très peu de sociétés qui s'amusent à ça. Au Maroc, c'est quasiment, j'ai envie de dire, vous avez 90% des sociétés qui s'amusent à ça, qui tournent autour du pot, mais qui ne font pas, on va dire, le sponsoring, c'est quoi? Je m'engage autour d'une équipe pour des valeurs, pour aussi associer son image par rapport à cette équipe, mais aussi, j'ai envie de dire, le sponsoring, c'est pas que l'aspect financier. C'est partager des valeurs, c'est la solidarité, fédérer tous les Marocains autour de cette équipe, etc. Mais quand vous le faites sans avoir réellement les droits, alors que des sociétés payent des droits conséquents pour être partenaire de la fédération ou de l'équipe nationale, ça pose quand même un gros problème. Est-ce que le fait qu'on soit éliminé au premier tour, même malgré la super prestation face à l'Espagne, est-ce que là, du coup, ça a apporté l'estocade un petit peu à ces entreprises-là, où il y a cette dynamique, quoi qu'il en soit? On s'est qualifié, en dehors de l'Iran, on a fait 2 matchs plus qu'honorables contre le Portugal et contre l'Espagne. Donc, du coup, les entreprises qui sont derrière, qui ont financé, qui sont dans le cadre réglementaire, et voilà, elles restent satisfaites, ou pas? Alors,
Les entreprises qui ont sponsorisé l'équipe nationale, qui l'ont suivi, je pense qu'elles sont satisfaites. Ce qui est quand même à noter et qui est très important, je pense que l'image de l'équipe nationale a gagné beaucoup. C'est-à-dire que la façon dont elle s'est comportée sur cette Coupe du Monde, bon, après, toujours les débats polémiques sur le football, arbitrage par arbitrage, caméra par caméra, etc. Mais, on va dire, l'image de l'équipe nationale était beaucoup plus positive. Mais là, vous parlez auprès des entreprises ou auprès des Marocains de l'ensemble? Auprès des Marocains. Mais vous savez, auprès des Marocains, ricochet. par ricochet, ça veut dire l'entreprise. Pourquoi? Parce que, bon, on va dire schématiquement, économiquement, c'est des consommateurs. Ils ont apprécié l'image de l'équipe nationale. Donc, c'est peut-être intéressant pour certaines entreprises de se dire, oui, les Marocains, il y a eu une vraie histoire avec l'équipe nationale. Donc, c'est peut-être le moment de s'associer à cette équipe nationale. Donc, bien sûr, là, c'est peut-être le moment de réfléchir sur une stratégie beaucoup plus globale, sachant qu'il y a des rendez-vous qui vont arriver, qui est la Coupe d'Afrique des Nations. En février prochain. Voilà, donc là, on est dans la période été, donc ça va un peu se calmer, il y a la Coupe du Monde qui va se finir, mais c'est clairement quelque chose où on va travailler dessus pour justement dire, attention, une équipe nationale, il y a des rendez-vous qui vont arriver. C'est pas parce que la Coupe du Monde s'est arrêtée que l'histoire de l'équipe nationale s'arrête. La Coupe du Monde, au contraire. C'est pas le one-shot, c'est Voilà. l'équipe nationale, il faut la soutenir. Inscrivons-nous dans un contexte, c'est sur du long terme, voire du moyen terme. Donc, et d'ailleurs, pour finir, c'est justement ce que font les partenaires traditionnels de la fédération. C'est des partenaires qui sont là depuis plus de 10 ans et qui ont soutenu au fur et à mesure des différents rendez-vous internationaux ou nationaux. Mais justement, quand vous disiez, voilà, c'est important de continuer et d'alimenter cette dynamique pour ces entreprises qui ont retrouvé de la fierté dans l'équipe nationale. Pour le deuxième match et le 13e match, je vois des joueurs qui mouillent le maillot. En fait, c'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de la rentrée, une fois qu'on a passé l'été, qu'on a bronzé au soleil, qu'est-ce que vous comptez faire? Comment ça peut s'organiser? On va mettre en place des nouveaux packages, des nouvelles offres. Ouais. On va sensibiliser les entreprises par rapport à ces différentes formules de partenariat, tout en sachant qu'en général, les contrats sur l'équipe nationale, c'est des contrats de minimum 2 à 4 ans. Ouais. Donc on va resensibiliser. Si je peux me permettre, comme on l'a fait auprès de certaines entreprises, des rappels, parce que certaines sociétés, comme on le disait tout à l'heure, ont abusé des droits autour de l'image de l'équipe nationale. Ouais. Donc des rappels en leur disant, voilà, vous avez outrepassé vos droits. On va leur donner le contexte aussi juridique, le cadre juridique par rapport à ça. Et après, bien sûr, sensibiliser toutes les nouvelles entreprises susceptibles de vouloir s'associer à l'équipe nationale et partager ces valeurs comme elles ont pu montrer. Et j'ai envie de dire qu'il y a quand même conquis l'opinion publique en général par rapport, même si le résultat n'était pas là, il y a eu quand même, on va dire, une adhésion forte autour des matchs de l'équipe nationale, entre autres le Maroc-Espagne et le Maroc-Portugal, où, on va dire, la prestation de l'équipe nationale était quand même de bonne facture. Juste la petite parenthèse aussi, le fait que le sélectionneur Hervé Renard reste pas. Ouais. J'ai vu que lui d'ailleurs, il a fait aussi une pub. Tout à fait. De la marque, même si elle est visible dans Tout à fait. toutes les rues, tous les boulevards du pays. Voilà. Est-ce que ça, c'est du marketing sportif aussi? Tout à fait. C'est un contrat de droit d'image individuel, comme a pu faire Mehdi Benatia. Ouais. C'est clair que Hervé Renard a un charisme fou, donc il passe. C'est quoi? C'est sa chemise blanche là C'est sa chemise blanche. Qui fait craquer les annonceurs, qui fait craquer les marques. Il a du charisme, il s'exprime bien, donc c'est clair qu'il passe très bien. Et bon, c'est une marque de matelas qui a fait travailler sur ça. Ils ont très bien joué le coup. C'est très intelligent, mais par contre, vous voyez, là, ils ont respecté le contrat. Les droits. Ils ont signé un contrat d'image individuelle avec un joueur. Ils l'ont très bien exploité. Donc, c'est bien géré, contrairement à d'autres entreprises qui, elles, tournent autour du pot. Un petit peu ce que vous disiez. Donc, quelque part, c'est peut-être important aussi qu'Hervé Renard reste aux commandes de l'équipe nationale. Personnellement, je trouve que c'est... Parce que c'est ce sujet à débat aujourd'hui. On ne va pas le lier au marketing, mais par contre, sportivement, je pense que c'est un sacré personnage. Ouais. Je pense qu'il a des compétences, personne ne peut en douter. Donc, pour la construction, j'ai envie de dire, avoir une dynamique constructive sur du moyen et long terme, je pense que ça serait vraiment très bien qu'il reste. Ça, c'est mon opinion strictement personnelle. Complètement, et ça n'engage que vous. Voilà, exactement. Vous avez la sur le fait que c'est quand même assez rare. Ouais. Je veux dire, il y a des précédents, mais c'est assez rare que des annonceurs, qu'une marque, une grande marque, associe son image à un entraîneur et pas à un joueur. Moi, ça m'a interpellé. Je me dis, non, est-ce que c'est fréquent, vous qui êtes dans le domaine, qui avez une expertise? Vous avez tout à fait raison. Et moi, j'ai eu d'ailleurs une expérience dans ce domaine-là avec une marque automobile. Après la finale de la Cannes 2004, si je ne dis pas de bêtises, en Tunisie. Oui. On a une marque qui nous a appelé, un constructeur automobile, qui m'a dit, je voudrais sponsoriser l'entraîneur. C'était Zaki Badou. Oui. Alors, moi-même, j'ai été étonné. Je ne vous cache pas, parce que j'avais vécu France 98 et en plaisantant, j'ai dit, vous savez, Aimé Jacquet, qui est quand même un personnage avec des valeurs exemplaires, il a ramené la Coupe du Monde alors que le pauvre, il s'était fait flinguer en long en large pendant les médias, une campagne média terrible. Je veux dire, la meilleure réponse, c'est d'avoir ramené la Coupe du Monde. En plaisantant, j'ai dit, vous savez, il n'a peut-être pas eu que ce sponsor-là, mais j'ai dit, vous savez, le sponsor qu'il avait eu, c'était Cafétéria Casino. Bon, et c'est Aimé Jacquet. Donc j'étais assez étonné parce que c'est vrai que l'entraîneur, s'il y a mauvais résultat, c'est le premier qui saute. Ouais. Donc ça a été une opération, bon, ils l'ont menée sur 2-3 mois, d'après ce que j'ai compris par rapport à cette marque-là, par rapport à Hervé Renard. Le bonhomme a un charisme.
Oui. il a une notoriété, il a une Ouais. très bonne image. Donc ça peut tout à fait se Et là, du coup, comprendre. l'entreprise a investi par rapport à ça. Voilà. Le charisme du sélectionneur. Voilà. Et, Tout à fait. Voilà, c'est ce qui a fait la Et différence. après, C'est pas bon, j'ai envie de forcément- dire aussi un entraîneur, vous savez, c'est un rôle tellement essentiel dans une équipe nationale, c'est fédérer des joueurs, constituer un groupe, leur faire partager des valeurs, un état d'esprit. Donc ça se comprend tout à fait. Et le personnage est quand même très charismatique. On l'a vu avec la Zambie précédemment, etc. C'est pas un entraîneur, on va dire, qui passe inaperçu. Donc forcément, le personnage est très intéressant au niveau du marketing, c'est une évidence. Donc c'est le produit idéal. on va Ouais, c'est dire. un bon produit, c'est un très bon produit. Et donc et justement, on va aller sur descendre un petit peu sur le marketing sportif aujourd'hui, qui a évolué, je pense, avec les nouvelles technologies, le numérique, Tout à un fait. petit peu ces choses-là. Mais avant d'aller peut-être sur ce terrain-là, sans vouloir faire de jeux de mots sportifs, Ouais. sur les droits télé, parce qu'on a l'impression que c'est les droits télé qui génèrent tout l'écosystème économique du sponsoring, C'est la du clé. marketing. Voilà, c'est la clé. Plus il y a de droits, plus à ça fait. coûte cher, Tout à plus fait. les marques se positionnent et plus ça génère de l'argent. En fait, grosso modo, est-ce que c'est ça le système? Bah, vous savez, en fait, c'est vraiment un modèle win-win, comme on a dit tout à l'heure. Quand une télévision achète les droits, c'est pour commercialiser un produit. Ouais. Ce produit, c'est le football. Donc la télévision a tout intérêt à mettre en avant ce produit en le présentant avec une image plutôt favorable. Donc forcément, quand on valorise ce produit, on le présente sous une image favorable, ça génère des gains au niveau publicitaire pour la télé, mais C'est-à-dire, ça génère des téléspectateurs d'abord. des téléspectateurs, et du des coup, des recettes consommateurs, publicitaires, téléspectateurs, etc. Et la boucle est bouclée. Ouais. D'accord. Donc forcément, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, où la télévision joue un rôle essentiel. Et ça a décollé avec, moi quand j'y étais d'ailleurs en 94-96 avec Canal+, quand les droits télé ont augmenté, etc., avec le championnat français, après le rugby, etc. Donc il y a une inflation assez rapide, et c'est vrai que les droits télé, c'est la clé. Pourquoi? Parce que si elle couvre tous les événements, forcément il y a une visibilité, il y a de l'audience, il y a une visibilité, et les marques sont vues. Donc c'est le cas pour la Coupe du Monde. Exactement. C'est C'est pour ça que exactement le même l'événement, mécanisme. la Coupe du Monde est le premier événement planétaire parce que c'est l'événement qui est le plus couvert Tout d'un à point de fait. vue médiatique et Audience, audiovisuel. etc. Et essentiel. vous avez bien vu, d'ailleurs, vous avez même des partenaires chinois, des entreprises Oui. asiatiques, avec même le logo des entreprises en asiatique où nous on ne capte pas. Mais j'ai envie de dire, après, c'est la réalité des marchés. Il y a Est-ce des que ça coûte cher ça? Bah, vous savez, Parce que chercher cette marque chinoise d'ailleurs, Oui. beaucoup ont été interpellés en disant il y a plein de. Voilà. Il y a cette marque chinoise qu'on voit partout là, à tous les matchs. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que Ça vous avez coûte une des idée un peu sommes. de prix? Alors, Ouais. c'est très difficile de savoir pourquoi. Parce qu'en fait, la FIFA vend des droits, mais pas que pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire que vous avez la Coupe du Monde, vous avez la Coupe du Monde des moins de 19 ans, vous avez la Coupe du Monde féminine, vous avez la Coupe du Monde des clubs. Donc, ils vendent un package sur des événements FIFA À la marque. à la marque. Donc, vous avez, je sais pas, 5-6 événements dans l'année rattachés à la FIFA. Avec, bien sûr, mis à part l'événement, mais aussi des actions qui sont menées par la FIFA. Merchandising, Que ce soit tout social, ça. merchandising, Ouais. des actions sur le terrain par rapport aux différents partenaires. Donc, j'ai envie de dire, c'est un package où ils vous vendent différents événements dans un cadre. Après, les montants, franchement, c'est très difficile de vous avancer des chiffres. Tout et n'importe quoi circule. Donc, c'est très, très difficile. C'est des sommes énormes. Moi, en sachant que j'allais recevoir Zaki El-Hababi, expert Ouais. en marketing sportif, j'ai gratté un peu hier soir Ouais. et je suis tombé sur un chiffre de 25 milliards de dirhams, 2,5 milliards de dollars, les droits télé pour la Coupe du Monde. Ça, c'est différent. Voilà. Sur les droits télé, oui, Oui, ça ne m'étonnerait on pas. on est sur 25 milliards de dirhams. Ça m'étonnerait pas. Ouais. Ça m'étonnerait pas. C'est là, en fait, pour la FIFA, comme pour beaucoup d'événements, hein, comme pour des fédérations générales, la première recette, c'est les droits télé. Voilà. C'est la Vous première prenez le rentrée d'argent. championnat français, le championnat italien, le championnat anglais. La première recette, c'est les droits télé. Donc on s'arrache les droits télé. Tout à fait. Pour les clubs, on fait monter les Tout à enchères. fait. Et ce qui permet aux clubs aussi de recruter les meilleurs joueurs. C'est ça. C'est l'écosystème, en fait. Exactement. C'est-à-dire que quand vous avez des montants conséquents sur les droits télé, Oui. ça se répercute sur les audiences, ça se répercute sur les recettes publicitaires, mais ça se répercute aussi sur les clubs. Ces droits télé sont reversés aux clubs, qui eux ont plus de moyens pour recruter, mais aussi cette télé donne plus d'exposition médiatique pour les partenaires de ces clubs. Donc la boucle est bouclée et finalement, quand je disais du win-win, c'est que quand l'argent est injecté sur des droits télé, c'est redistribué directement ou indirectement sur les clubs pour l'achat de joueurs, pour l'achat d'infrastructures, matériel, etc., etc. Sachant qu'en plus, même pour notre football national, les recettes aussi, on va dire l'inflation sur les recrutements des joueurs, etc., commence à être de plus en plus importante. Chez nous, Oui. D'accord. D'où des déséquilibres financiers de plus en plus importants aussi pour certains clubs. pour certains clubs qui sont toujours déficitaires en fin Tout à d'exercice, fait. ce que vous êtes en train de dire. Mais les droits télé, ça représente quoi chez nous? Est-ce qu'on a une idée? On s'est dit, voilà, c'est 25 milliards de dirhams au niveau de la FIFA. En grattant un peu, j'ai vu que c'était entre 22 et 23 milliards de dirhams pour le premier championnat européen que le championnat anglais. Au Maroc, Mais- c'est très difficile de mais nous, est-ce que savoir. vous J'ai structurez un petit entendu peu des notre- sommes de l'ordre de 25 millions de dirhams par an. 25 millions de dirhams par an. Le problème, c'est que c'est une télévision publique, donc c'est un peu C'est la différent. SRT, ouais.
Il n'y a pas un environnement concurrentiel de la même façon. Donc, c'est particulier. J'ai envie de dire, on n'est pas... Je pense que, aussi, pour être très clair, on n'a pas la maturité au niveau du marché pour pouvoir s'amuser à faire une ouverture d'appel d'offres sur des droits télé au Maroc. Je ne pense pas encore. Ça viendra. Il faudrait pas, lorsqu'il y aura des télés privées, est-ce que là ça peut jouer un coup de fouet? Je ne sais pas, je vous pose la question. Parce que Mais là, après, le pôle audiovisuel public essentiellement, au niveau audiovisuel, ouais. c'est le débat. Ouais. Rappelez-vous, moi je me rappelle d'un débat et j'y étais à cette période-là. Quand à un moment, Canal+ avait déposé les droits, avait répondu aux appels d'offres pour l'équipe de France de football. Le gouvernement avait réagi directement en disant il n'est pas concevable qu'une équipe nationale se retrouve sur une chaîne privée, payante. Bon, pour le championnat, c'est passé. Au Maroc, je pense qu'on n'est pas du tout dans la réalité d'un marché pour s'amuser à mettre du championnat sur une chaîne privée. Donc je pense, c'est, on va dire, aussi le football a des valeurs. C'est aussi un moyen, on va dire, de permettre à monsieur tout le monde qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter une chaîne privée, les cartes pour les chaînes privées, Ouais. d'accéder au football national. Donc on n'est pas dans un marché où on peut se permettre de mettre sur des chaînes privées. Je pense que c'est très important pour l'image du football marocain qu'il reste sur des chaînes nationales. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme effet levier du coup? Si nous, effectivement, les droits télé ne peuvent pas forcément avoir un effet levier pour le développement, la professionnalisation du sport et l'organisation du marketing sportif et sa croissance, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme levier? Il y a différents leviers. Vous avez les droits télé, d'accord. Vous avez après des partenaires qui se sont liés à l'équipe nationale, qui sont des montants quand même énormes, d'accord. Mais après, comme je dis, la fédération a beaucoup plus de recettes. Donc ces recettes aussi sont redistribuées vers les clubs. Il faut se rendre compte que depuis 3-4 ans, moi je le constate, il y a quand même une structure au niveau de la fédération qui permettent, tant à la fois au niveau du matériel comme de la gestion des clubs, d'avoir une gestion un peu plus rigoureuse que ce qui s'est passé précédemment. C'est-à-dire que quand il y a des clubs qui ont des Bon, ça, c'est pas situations- difficile, hein, parce qu'on est passé de partie Oui. 2.0, non? Enfin, Oui, je sais pas, non, Oui. mais tout à fait, on est parti de rien, mais là Ouais. maintenant, par contre, je peux vous dire que la fédération a un regard sur tous les clubs, et quand ça tourne pas rond, la fédération a son mot à dire, et peut mener des actions assez concrètes pour justement sanctionner ces clubs. Ce qui est normal, parce que c'est de C'est l'argent- nécessaire, c'est de l'argent c'est public, nécessaire, je rappelle. c'est de l'argent public, et c'est nécessaire pour, on va dire... Mais comment on va sortir de ça? Parce que là, j'en ai dire, est-ce que c'est une espèce de caisse de compensation aussi à l'égard du football? Est-ce que c'est ça? Non, Parce que c'est l'argent une public qui construction. vient- ouais. Vous savez, le marketing sportif et construire l'image du football au Maroc, ça va pas se faire en 2 ans, en 3 ans. C'est un travail sur 10 ans, voire 15 ans. Vous l'avez bien vu dans le football en France, ça a mis 20 ans. Le rugby, ça a mis 10 ans, 15 ans. Donc, j'ai envie de dire, c'est un travail de fond qui doit se faire par les infrastructures, par et plus la structuration, la professionnalisation du football, mais aussi des dirigeants. C'est-à-dire que maintenant, on va dire... On est comme sur la problématique de l'école, il faut d'abord travailler sur l'enseignant avant de travailler sur l'élève, c'est ça? Et là, vous Un dites petit que peu, faut un travailler petit d'abord peu. travailler sur les Si je peux me dirigeants. permettre, Oui. bon, un simple constat, on se rend compte qu'au niveau de la fédération de football, il y a beaucoup plus de moyens financiers, très bien, qui a été aussi poussé par l'État, très bien. Mais après, il faut que les clubs aient aussi une rigueur et une gestion. Et cette gestion doit être assurée par des gens dont c'est le métier. Il ne faut pas que les présidents de club... Est-ce que l'éthique, c'est un métier? Mais C'est une obligation, vous non? savez, Bah, c'est une vous l'avez obligation. fait. J'ai envie de Oui. dire, c'est une Est-ce que la obligation. compétence est une... Il faut une compétence. Voilà. Et il faut des gens. Je veux dire, moi souvent je démords pas de cette phrase, mais chacun son métier. Gérer un club de foot, c'est un peu comme gérer une entreprise. Mais après, il y a l'éthique et le sport. Donc il faut peut-être aussi mettre les personnes au bon endroit, au bon moment. Est-ce que c'est ça, ce constat-là, est-ce que vous voulez dire, Zakil Hababi, qui fait qu'on a peut-être des annonceurs, des marques et des entreprises marocaines ou des entreprises installées au Maroc qui sont un peu frileuses pour s'associer à beaucoup plus, en tout cas à s'engager beaucoup plus dans le football national, auprès d'équipes nationales, voilà. Est-ce que ça, Peut-être c'est pas au niveau de l'équipe nationale, parce Oui. que je pense que là maintenant il y a une image qui est totalement différente. Positive, ce que vous disiez Donc, au une début. image quand même très positive. Ouais, mais au niveau Mais des on clubs, l'a vécu nous avec certains clubs. ouais. Sans citer de nom, quand vous avez parmi les 2 clubs casablancais là, qui vous signez des engagements sur des sponsoring maillots, que le président du club n'est même pas capable de respecter son contrat qu'il a signé, comment voulez-vous qu'on organise du sponsoring? Donc soit ça finit au tribunal, parce qu'il n'a pas respecté ses engagements de partenariat dans un contrat commercial, comme pour l'autre club, quand vous voyez la situation financière qui a été complètement déplorable, alors qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait précédemment, où moi je me rappelle d'une situation où le club avait fini, pour pas le citer le Raja, qui avait fini à plus de 18 millions de cash positifs, et que 5 ans après il finit avec des dettes abyssales. Il y a de quoi se poser des questions sur la gestion administrative et le compte rendu qu'on doit faire par rapport à ces clubs-là. Je veux dire, on dépense de l'argent très bien, mais derrière, il faut avoir un contrôle et un suivi. Donc après, il faut se poser la question sur la gestion en tant que telle. Est-ce que certains dirigeants sont aptes à gérer des machines, si je peux me permettre, et ça, j'en démords pas, qui, si je peux me permettre, pourraient être des Ferrari. Je vous donne des exemples. Vous prenez un club comme le Raja, nous, on s'est amusé à lancer une page Facebook il y a 2 ans. On a plus de 4,5 millions de fans en 2 ans. Pour vous donner un petit repère, c'est plus que l'Olympique de Marseille et le FC Porto.
Ouais, donc c'est énorme, quoi. C'est énorme, c'est-à-dire qu'on sent... Et d'un autre côté, donc ça veut dire que est-ce que du coup, alors c'est intéressant, 4 millions de fans autour de ce club. Est-ce que du coup, on peut dire, ou moi je peux dire, c'est un manque à gagner pour le club parce qu'il n'y a pas forcément aussi un réseau entreprise. C'est un manque à gagner, partenaire. Bien sûr. Ouais. Moi, je l'ai vécu avec des dirigeants de club où vous avez des dirigeants crédibles, où vous avez des présidents de club ou des présidents d'entreprise qui viennent voir le patron, on va dire le patron du club, en lui disant c'est un rapport de confiance. Bon, nous, on est là pour instaurer ce rapport de confiance, assurer le suivi sur un impact médiatique pour les partenaires quand ils investissent. Voilà ce qu'ils ont en retombée. Et croyez-moi, le foot au Maroc n'est pas cher, mais surtout très rentable pour l'impact médiatique. C'est énorme. Hein. C'est vrai. Là, on est dans la période des bilans médias pour les partenaires. Il faut se rendre compte que le foot occupe 80% de la scène sportive au Maroc. Quand vous avez, pour un budget de 200 000 dirhams, vous avez 15 matchs en direct en intégralité, vous avez 20 millions de téléspectateurs, trouvez-moi un support qui vous permette d'avoir une audience cumulée aussi importante en touchant autant de monde. Mais pour autant, ça décolle pas plus que ça. C'est le travail d'image. Voilà. Donc, il y a un déficit d'image ou alors ici, il y a un vrai déficit travail d'image à d'image fournir. souvent lié aux dirigeants et à l'organisation et au fonctionnement des clubs. D'accord. Voilà. Donc, tant qu'il n'y aura pas de mise à niveau à ce niveau-là, ça va être compliqué nécessaire. Et je pense très clairement, surtout que le foot devient un sport, on va dire, c'est un management très proche de l'entreprise, mais lié au sport. Voilà, c'est du sport business. Ouais. Donc, il faut aussi mettre les bonnes personnes. Et il y a des compétences à ce niveau-là. Je ne vous cache pas que moi, je suis en contact avec d'anciens joueurs, qui sont des joueurs au-dessus de tout reproche et avec une éthique et une morale, qui ont des masters dans ce domaine-là, qui seraient des personnes, je pense, qui pourraient apporter énormément à certains clubs et justement leur permettre de s'organiser en tant que tels pour pouvoir justement construire quelque chose. Mais j'insiste, c'est ce que fait un peu le Raja actuellement, parce que justement par rapport aux difficultés qu'ils ont eues, on est dans une restructuration en examinant tous les dossiers de fond pour pouvoir reconstruire quelque chose sur des bases saines et solides pour l'avenir. Donc repartir avec du neuf et non pas repartir avec du vieux. Mais attention, le football aussi n'est pas un modèle où je vais investir tant, je vais avoir tant de recettes et de business tant. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Je ne vais pas me dire un, mais je vais me dire, ouais, il m'en faut 5 à la fin de l'année. C'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, où il y a un travail de fond qui doit être fait sur différents canaux, qui sont autant, comme on disait, les droits marketing, les recettes sponsoring, le merchandising, la billetterie, les abonnements, le digital, qui est un secteur qui prend énormément. Je veux en veux pour exemple, sur un club comme le Raja, on est arrivé à un moment, quand on avait fait des matchs amicaux, différentes activations, etc., on était arrivé quasiment à 25 millions de dirhams de recettes sponsoring. Pour le marché marocain, ça peut sembler petit, mais c'était déjà quand même conséquent pour un club. Justement, sur le digital, une fois de plus, parce que grâce à vous, à cause de vous, j'ai pas trop dormi hier soir. Oui. J'essaie un peu de creuser sur ces clubs aussi, les équipes nationales, mais surtout les clubs et les grands clubs européens, dont les Marocains, comme moi d'ailleurs, raffolent. Oui. C'est l'utilisation maximale du digital, des réseaux sociaux, du contenu. Voilà. On n'est plus sur la marque qui veut, je mets mon petit logo, je veux que mon logo apparaisse sur le maillot de l'équipe ou au niveau du stade avec la caméra qui va être braquée. Mais ça veut dire aussi qu'il y a en parallèle beaucoup de choses, en fait, toute une industrialisation qui est faite. C'est un canal à part entière, le digital. Ouais. Alors nous, on l'a démarré, parce que quand on parle des clubs européens, il faut bien se rendre compte. Donc, d'ailleurs, on a fait un comparatif, je ne sais plus quel club européen. On a examiné un petit peu leur partie digitale. Bon, ils sont une équipe de 40 personnes. Sur le Raja, par exemple. Sur Chelsea, le Barça, c'est à peu près ça. Il y a tout un département juste dédié orienté pour sur ça, avec des journalistes spécialisés, etc. Nous, on n'en est pas à cette échelle-là. Par exemple, sur le cas du Raja. Est-ce que c'est vers là qu'il faut tendre? Mais c'est quelque chose, on a déjà investi aujourd'hui au Barça, avec production de contenu digital, de storytelling, de brand content, c'est ça. C'est essentiel. Alors après aussi, j'insiste aussi, on n'est pas dans les mêmes réalités économiques que l'Espagne ou l'Angleterre ou la France. On n'est pas du tout dans les mêmes marchés. Mais par exemple, sur le cas du Raja, où nous, en tant que TSM, on a investi personnellement en tant que TSM sur le Raja pour développer ce secteur-là. On se rend compte qu'il y a un retour énorme. Comme je disais, le Raja TV, on est à 42 millions de vues en 5 ans, donc c'est pas négligeable, ça commence à mordre. Mais c'est des produits en devenir. Il y a des recettes financières là-dessus, mais c'est des produits en devenir. Mais pour développer tout ça, est-ce qu'il faut aller aussi sur il faut être un peu innovant, il faut raconter. Tout à fait. On raconte l'histoire d'un club, on raconte l'histoire d'un joueur, on raconte Mais l'histoire d'un c'est là dirigeant, justement où il y a tout un travail à faire, de créativité, qui n'est pas encore fait, mais il y a un travail on va dire de rédactionnel, de créer des concepts plus originaux. Mais c'est quelque chose qu'on travaillera progressivement, petit à petit, parce que là aussi, on a quand même beaucoup aussi de mauvais réflexes ou de mauvaises habitudes, où aller filmer comme ça, c'est pas forcément, les clubs sont pas forcément très habitués, interviewer des joueurs en direct, on fait attention aux messages qui pourraient sortir, donc on fait très attention à tout ça, et j'ai envie de dire, c'est un petit peu
Une mise en place aussi progressive. J'insiste, le marketing sportif au Maroc, c'est quelque chose qui se construit progressivement. Et limite, j'ai envie de dire, peut-être en France, on mettra, ou en Espagne, on mettra 5 ans, ben ici, on en mettra 10. C'est-à-dire, step Doucement, by step, tout doucement, étape le par temps que ça étape, prenne. on construit pour mettre quelque chose et des produits stables qui, à moyen long terme, seront financièrement rentables. Donc avec la définition aussi, la conception de modèle, c'est Voilà. ça, d'un véritable Et- écosystème. Voilà, d'un véritable écosystème adapté au marché marocain. Je reviens souvent sur ça. On me Comme tu dis, compare- le marché publicitaire. Voilà, on me compare le marché publicitaire européen. Je dis, mais attendez, c'est pas du tout la même chose. Vous prenez un constructeur automobile au Maroc, il va vous vendre 5000 modèles de sa voiture. En Europe ou sur le marché français, il va en vendre 25 000, 30 000. Donc forcément, le marché Oui, il y a une de communication, de différenciation publicité, et en d'échelle de adéquation valeur. à la réalité du marché économique, tout simplement. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut absolument que le foot se professionnalise, en fait, crée son écosystème pour drainer d'autres disciplines sportives, ou on peut aussi, parce qu'on a vu aussi l'émergence d'autres compétitions sportives au Maroc, je pense à des compétitions golfiques, ou le marathon des sables, on va en parler, parce que je crois que ça va, vous êtes positionné aussi là-dessus. fait. Voilà, et que là, il y a une espèce de diversification aussi, et que le football va devoir se mettre à la page, parce qu'il va y avoir la pression aussi d'autres disciplines, et qu'il y a tout un truc qui est en train de se mettre en branle, qui est en branle aujourd'hui. Ben, le foot, quand même. Premier sport national, Ouais. premier sport mondial. Donc déjà, j'ai envie de dire, il y a une donne qui s'impose. Donc ça passera par le foot. Ça passera par le foot, parce que c'est là où il y a beaucoup de moyens. Mais après, j'ai envie de dire, vous m'avez cité le Marathon des Sables, c'est des événements hyper professionnels, hyper bien structurés, très très bien organisés. J'en veux pour exemple, c'est quand même la 33e édition. Donc c'est quand même un événement exceptionnel. Rien que pour le Maroc, j'ai envie de dire, pour vous donner un chiffre, c'est 3240 minutes d'image du Marathon des Sables à l'international dans 120 pays. 3000 200 minutes à peu près d'image du Marathon des Sables à l'international. Je ne parle même pas du Maroc. Donc je peux vous dire que rien que ça, c'est une campagne de communication de l'Office du tourisme. Si on devait la valoriser en euros, c'est des sommes vertigineuses avec des passages sur journaux TF1, France 2, etc. etc. Donc c'est énorme, énorme. Et les entreprises marocaines là-dessus, elles se disent, voilà, est-ce qu'aujourd'hui ils se grattent la tête? On va voir Zaki El Habibi, pardon, voilà, entre le foot, la Botola et le marathon des C'est sables. des cibles totalement différentes. Quand vous avancez, ah, ouais, d'accord. C'est des valeurs. À quelles valeurs on veut s'associer? Le Marathon des Sables, par exemple, c'est des valeurs d'abnégation, de volonté. C'est très particulier. C'est une course en autosuffisance alimentaire pendant 7 jours. Vous faites 250 km. Donc, entre guillemets, des fois, je plaisante, mais vous retrouvez vos chaussures et votre tête et vous marchez dans le désert. Donc, c'est quand même quelque chose de, on va dire, mentalement et physiquement très, 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 très dur, éprouvant, ouais. avec une grosse préparation. Mais c'est vraiment, on va dire, d'autres valeurs. C'est un autre esprit. On ne peut pas le comparer au foot. Le foot, c'est quand même un sport de masse. Vous allez toucher C'est énormément plus de spectacle, monde. en fait, le foot. Et Voilà. Le Marathon des Sables, c'est un positionnement d'image et de valeur. C'est vraiment autre chose. Et là, ça prend, ça décolle. Il y a, Ça est-ce qu'il y a un décolle. écosystème là qui est en train Ça de se décolle. trouver. Je dirais, il a regretté que le Maroc n'exploite pas plus ce genre d'événement, ne le mette pas plus en avant. Parce Vous dites que, les pouvoirs publics ou que les entreprises ne s'engouffrent pas et ne soient que pas les plus engagées? j'ai envie de dire que même j'ai envie de dire, moi un peu la réflexion, je vais vous dire, la première année que j'y suis allé, c'était en bénévole. C'est un pote Ah, qui vous m'a l'avez dit- fait Non, faut le faire, je ne suis pas prêt encore. Donc vous faites du marketing sportif, mais pas forcément sportif. Tennis, c'est ça un petit peu de foot pour m'amuser le dimanche, mais D'accord. pas plus. Ouais. Beaucoup de tennis avant. Mais clairement, le Marathon des Sables, non, c'est là, on boxe dans une autre catégorie. Il faut vraiment se préparer. Mais par exemple, je me suis fait la simple réflexion, c'est un événement au niveau image pour le Maroc à l'international, c'est vraiment exceptionnel. Je veux dire, Mais ça, c'est l'image Maroc, mais l'image d'entreprise. Parce que là, en a aujourd'hui, vu. l'État dépense beaucoup de sous aussi pour forcer en tout cas faire en sorte que de plus en plus d'entreprises exportent. Donc là, quelque part, on est sur l'exportation. On est d'accord, Exactement. sans vouloir Mais me faire beaucoup de nos l'image partenaires- macro, mais bon, voilà. Mais voilà, on a est-ce beaucoup que de les nos entreprises partenaires qui aujourd'hui sont dans une démarche d'exportation quand ils sont sur ces événements-là. Mais je dirais presque c'est le Maroc qui doit plus revendiquer ce genre d'événement. c'est à l'échelle de l'État? Je vous donne un autre événement. Vous avez le rallye historique du Maroc. C'est un ancien champion du monde des rallyes, Yves Loubet. Il faut se rendre compte les personnes qui viennent sur cette course-là. C'est Prince Altani, le patron d'Auchan, le fils Picasso. C'est-à-dire que c'est même plus des influenceurs, c'est des hommes d'affaires qui ont un pouvoir économique, mais faramineux. Les gens extrêmement fortunés. Extrêmement fortunés, j'ai envie de dire. Passionnés Eux, par passionnés, le sport automobile. mais Ouais. non seulement passionnés par le sport automobile, mais en plus qui vous parlent du Maroc avec un amour assez impressionnant. Moi, l'année dernière, on a interviewé le prince Altani. Quand il vous dit vous n'êtes pas venu au Maroc, vous n'avez rien vu, c'est quand même pas n'importe qui, le prince Altani. Donc rien que ça, j'ai envie de dire, c'est presque des ambassadeurs pour l'image du Maroc à l'international qui est énorme. Donc il y a aussi peut-être une façon de l'exploiter, de mettre plus en avant, de dire le Maroc est aussi une terre de foot, mais aussi une terre d'événements internationaux où on l'a vécu. Il faut savoir que par exemple le Pérou a tout fait pour que le Marathon des Sables se délocalise au Pérou. Ils étaient prêts à payer pour. D'accord. Bon, alors attention,
Par contre, je souligne un point quand même très important. Je suis très étonné par, par contre, la mobilisation de l'État sur ce genre d'événement. Ils mettent énormément de moyens Pour défendre pour le l'organisation bon marathon, déroulement ouais. de l'événement. Moyens humains, moyens matériels, organisation au niveau de la gendarmerie, force de l'ordre, pour les circuits, routes fermées quand il y a la course, comme pour le marathon des sables. Donc là, par contre, il y a un énorme soutien au niveau de l'État, au niveau des moyens matériels et organisation pour que l'événement se passe dans les meilleures conditions. Donc ça, je pense qu'il a été très bien compris. Mais après, je pense que, par exemple, l'Office du tourisme, limite, j'ai envie de dire, c'est inadmissible qu'il ne soit pas sponsor de Marathon des Sables. Pour moi, c'est une aberration. C'est-à-dire, quand vous avez 3200 minutes d'images internationales, avec des images magnifiques du sud du Maroc... Bon, après, tout dépend le coût aussi. Ça coûte combien, Non, ça, les coûts de diffusion. C'est des budgets très raisonnables. Autre événement qui, me semble-t-il, est en pleine croissance, est en pleine dynamique, c'est le rallye des gazelles. Oui, Aïcha des Gazelles. Aïcha les gazelles. C'est sympa, Aïcha les gazelles. Donc voilà. C'est pas le même qu'il y a un concept. écosystème. Voilà. Mais est-ce que là, il y a des marques aussi, des entreprises qui sont sensibles à cette manifestation sportive? Oui, C'est-à-dire, tout à fait. C'est pas tout du à fait. foot, c'est pas du tennis, c'est pas du golf, c'est pas du marathon où on court sur du sable pendant des heures. Mais voilà, c'est aussi une compétition sympathique avec qui met en valeur aussi la femme, l'effort, la solidarité, mettre la en avant la souffrance. femme, Ouais. etc. Alors après, pour la petite blague un peu, est-ce qu'on doit rentrer? Bon, là, moi, ça m'a fait rire, mais on m'a dit, ouais, pourquoi on les appelle les gazelles? Ça, je trouve Est-ce ça qu'il y a un marrant. côté marketing, ça? Oui, Aïcha, c'est un les côté gazelles, marketing, en fait. mais à un moment, il y a une Ouais. polémique, on les appelle les gazelles. C'est-à-dire, Mais nous, non. les nanas, on n'est pas des gazelles. c'est Voilà, ce que je veux bon, dire, ouais. je trouve ça un peu ridicule, j'ai trouvé ça limite marrant. Ouais. Bon. Mais en Oui, termes c'est de un très marketing, bel ça a pris, événement. non? Comment? Vous qui êtes un expert en marketing. En Oui, tout cas, oui, ça a pris. c'est un Aïcha très bel les gazelles. événement. Aïcha les gazelles. C'est la même chose que le marathon des sables. Ouais. C'est des événements qui donnent une image du Maroc à l'international extraordinaire, qui donnent une couverture et des régions du Maroc qui sont sublimes. Moi, je vous dis, le marathon des sables, tous les ans, je me fais mes 10 jours, je bosse, mais je me fais plaisir, je me régale, ne serait-ce par les paysages et après l'aventure de tout ce qu'il peut y avoir comme aventure auprès des coureurs où il y a vraiment des défis humains exceptionnels. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui font que. Mais il est clair que c'est des éléments qui donnent une image du Maroc à l'international extraordinaire. Et les entreprises dans tout ça, tout à l'heure, vous parliez, je voulais vous interpeller là-dessus d'ailleurs, sur le marché publicitaire, qui est ce qu'il est. Moi, j'ai entendu dire que notre marché publicitaire, par rapport à tous ces événements, que ce soit le football, la Botola, le marathon des sables, le rallye des gazelles, on a un marché publicitaire qui serait, j'ai bien dit serait, sous-exploité. Donc je me dis aujourd'hui, alors d'un côté on a le football, vous l'avez dit, vous êtes largement étendu là-dessus, il faut qu'il se structure, qu'il se professionnalise. On a d'autres compétitions, d'autres manifestations qui ont un rayonnement aujourd'hui à l'international, mais pour autant on a le marché publicitaire qui serait sous-exploité. Donc si on met tout ça en équation, moi ça m'interpelle. Je me dis mais pourquoi? Alors, je reste persuadé, sinon limite je ne devrais pas monter TSM. Je vous cache pas que pour la petite anecdote, comme je dis, bon après avoir fait 10 ans en France sur ça, dans le domaine, on me dit mais t'es un fou d'aller faire ça dans le foot au Maroc, tu vas voir, ils vont te rendre fou. Vous n'avez pas la conviction et la passion, vous le faites pas. Ouais. Je pense qu'il y a une marge de progression énorme. Nous, ça fait quand même quasiment maintenant 15 ans qu'on est là. On est toujours là. Il y a quasiment que vous d'ailleurs, non? Oui, quasiment. C'est fou ça. Après, Le c'est marketing peut-être... sportif ne fait pas recette auprès d'investisseurs non, ou d'entrepreneurs qui seraient non, parce que je vous donne intéressés un par. chiffre. Ouais. Par exemple, taux de renouvellement de nos partenariats, tous les ans, c'est quasiment du 98%. On en perd pas très peu. Beaucoup restent parce qu'ils se rendent compte de l'impact médiatique. On donne des chiffres en face. Donc, ces chiffres sont clairs et nets. Il n'y a même pas sujet à interprétation. C'est-à-dire l'impact médiatique est énorme en retour. Et puis en termes de consommation, parce que je me dis, moi, si demain, je sais pas, si je produis un produit, j'ai une marque, je suis à la tête d'une marque X ou Y, je veux commercialiser un produit, je m'associe à la Botola ou à la... Tout à fait. Est-ce que je peux quantifier, moi, mesurer les retombées, au-delà des retombées médiatiques, les retombées économiques La et commerciales. notoriété, mais même la notoriété. Par exemple, je vous donne On parle de moi, on me connaît, sans on citer la m'apprécie. marque. Ouais. Je vous donne un cas. Le sponsor officiel du Raja, ça fait quoi, 15 ans? Quand vous posez la question sur cette marque-là, 80% des gens les associent au football. Mais en notoriété spontanée, c'est même pas assisté. Notoriété spontanée. C'est énorme. Je dirais, cette marque-là, elle est tout de suite identifiée à ce club et au football. J'ai des anecdotes. Moi, le patron d'un autre sponsor maillot me dit, il s'arrête, un gendarme l'arrête, il dit, il lui donne sa carte de visite, il dit, voilà, truc. Ah oui, vous êtes sponsor du truc. Donc, vous voyez, dans l'état d'esprit. D'accord. Dans Ça a pénétré l'appareil cérébral. Bien entendu. Voilà, c'est un marqueur. Moi, on a fait des études. Quand vous avez des marques qui ressortent, mais nettement, tout de suite en autorité spontanée, c'est clairement que le consommateur a assimilé cette marque, l'a retenue. Et ça fait partie, pour une marque, du processus dans le marketing et aussi du processus d'achat pour le consommateur. Je connais telle marque, je vais aller plus facilement vers telle marque ou telle marque, tout simplement. Donc là aussi, c'est juste une dernière petite question là-dessus, parce que malheureusement, le débat arrive à son terme. Sur l'Afrique, vous avez fait référence tout à l'heure à l'organisation de la CAN, je crois que c'est au Cameroun. Tout à fait. Février prochain, Oui. le continent africain
vous en tant qu'opérateur, entrepreneur marocain, dans le domaine du marketing sportif, voilà, est-ce qu'il y a, vis-à-vis de l'Afrique, il y a aussi des perspectives pour vous de, voilà, est-ce que un continent en devenir, voilà, est-ce que là aussi il y a possibilité de structurer, il y a des marques aussi sur l'ensemble du continent, il y a les entreprises, Bien sûr, il y a du sport, bien il y a sûr. des disciplines sportives, voilà. Bien sûr. Donc il y a plein de petites dynamiques où c'est compliqué, je sais pas si Alors, on fait... je ne vous cache pas que déjà, nous, au niveau TSM, on a quand même pas mal de boulot, parce que pour résumer, on fait quand même 8 clubs de première division, on fait l'équipe nationale, on fait le marathon des sables, on fait le rallye historique du Maroc, et on fait nos 3 éco-trails. Donc déjà, on a pas mal de boulot. Mais c'est vrai qu'on a déjà fait des matchs en one-shot, par exemple le match Côte d'Ivoire-Maroc, si vous avez remarqué, vous aviez plus de sponsors, quasiment que des sponsors marocains. Dans ces cas-là, on avait acheté les droits aux Ivoiriens pour proposer aux sociétés marocaines d'être présentes sur ce match. On l'a fait sur Serbie-Maroc, etc. Donc, on est amené... C'est match amicaux, Serbie-Maroc, Voilà, préparatoire à la Coupe du Monde. il y avait des partenaires marocains où on a négocié les droits avec la Fédération serbe pour justement pouvoir proposer aux sociétés marocaines d'être présentes sur ce genre d'événement. On va dire, on a déjà énormément de travail sur le marché national, mais il est clair qu'on est à l'écoute d'opportunités. On a eu des négociations avec des fédérations à l'étranger, africaines entre autres, qui sont des équipes prestigieuses. Bon, après, comme je dis, chaque chose en son temps. Dans notre développement au niveau TSM, on considère qu'on a une marge de progression, mais aussi, comme je dis, on a une diversification. On a le football, qui est une partie dominante dans l'entreprise, mais aussi on a le domaine des trails, du marathon des sables, du rallye historique, qui sont des événements assez intéressants au niveau de l'image, et qui sont aussi des cibles différentes du football. Certaines entreprises veulent toucher d'autres cibles que le football, donc vont se positionner sur des événements différents, tels que le marathon des sables, ou les éco-trails, ou le rallye historique. La candidature Maroc 2030, Coupe du Monde, est-ce que là, ça peut être... effectivement, ça pourrait faire décoller aussi le marketing sportif? Bien sûr. Là, voilà, je sais pas. Là, il y a Bien eu Maroc sûr. 2026, malheureusement, on n'a pas pu l'avoir, on a perdu en finale. Donc là, du coup, on s'est repositionné sur 2030. Voilà, est-ce que là, du coup, ça pourrait permettre de structurer tout le marché, tout ce que vous avez développé depuis le début de l'émission, voilà, et de ce débat? Bien entendu, mais il faudra bien sûr contrôler et éviter l'embouche marketing de plein d'entreprises qui vont essayer de faire des opportunités par la petite porte. Mais je pense que bien sûr ça va contribuer aussi. Je veux dire, le domaine du marketing sportif dans ce domaine-là sera ridicule par rapport à ce que ça peut apporter par rapport au Maroc. Mais après, il faut aussi, comme je dis, si on se lance dans une candidature Coupe du Monde, il ne faut pas qu'on rentre dans des chiffres comme on a pu voir sur la dernière Coupe du Monde, où il y a quand même des investissements monstrueux. Est-ce que ça va être rentable ou pas? Je pense qu'il faut faire une Coupe du Monde et revenir un petit peu. Souvent, je pense que dans le foot, le sport a sa place, mais il doit rester à sa place. Il aide à contribuer, mais il ne doit pas avoir la dominante sur le sport. Des fois, c'est un peu le constat qu'on pourrait faire. On se rend compte que le business du sport par rapport au football a une place trop importante par rapport aux réelles valeurs du sport. Comment ça pourrait être différent, dans le sens quand on voit tout ce que ça génère en termes d'argent, on parle de milliards, vous savez, de milliards de dollars, d'euros et de dirhams. Donc du coup, difficile que le sport reste qu'un sport, puisque aujourd'hui, est-ce que le football c'est du sport, mais c'est avant tout un spectacle aujourd'hui. Vous savez dire, cet argent investi ou ces éventuelles recettes qu'il pourrait y avoir doivent être redistribuées sur le sport. Et j'ai envie de dire, le meilleur exemple, pour moi, il est personnel, mais j'ai un peu l'impression que la Coupe du Monde, par exemple France 98, est une Coupe du Monde, on va dire, une des plus intelligentes, entre guillemets. Il y a eu des investissements conséquents, mais derrière, toutes les infrastructures de ces stades ont été exploitées après la Coupe du Monde. Donc là aussi, c'est dans la gestion d'une Coupe du Monde, de se dire, on va se lancer sur une Coupe du Monde, candidature très bien, réfléchissons à avoir des stades adaptés, modulables, pour qu'après ces infrastructures ne deviennent pas, on va dire, des infrastructures. Le stade modulable, je crois que ça fait partie de l'offre Maroc. Déjà, ça faisait partie de l'offre Maroc 2026. Tout à fait, mais je pense qu'ils ont dû aussi s'inspirer beaucoup de la Coupe du Monde 98 en France, qui justement avait cette approche et qui était assez intéressante, qui fait que toutes ces infrastructures ont une vie après la Coupe du Monde. En tout cas, le marketing sportif, si j'ai bien compris, est lié aussi à la dynamique économique que connaît un territoire, que connaît un pays, et l'entreprise et les marques aussi, pour se positionner, parce qu'elles doivent se positionner aujourd'hui et communiquer, c'est important que tout cet environnement se mette dans le droit chemin et puis commence à avancer, progresser, se structurer. C'est forcément lié à la donne économique et à la réalité économique du marché marocain. Souvent, il faut aussi le remettre, on va dire, on compare à la Russie, Brésil, Afrique du Sud. Il faut le mettre en comparaison par rapport à la réalité de notre marché que représente l'économie marocaine. À partir de là, de se dire, dans ce contexte-là, et mettre en ratio, de se dire quel est l'investissement qu'on peut faire et qu'est-ce que ça peut rapporter. Vous savez, quand on voit la Coupe du Monde en Russie, vous la voyez comme moi, quand on voit ce qui est véhiculé en termes d'image, on a l'impression aussi que peut-être la Russie a une bonne santé économique. C'est pas un pays forcément qui est en bonne santé économique aussi, donc avec une monnaie qui est écroulée, voilà. Donc c'est ça aussi. C'est la force de l'image, non? Oui, voilà. Là, dans le cas, j'ai presque envie de dire pour la Coupe du Monde de Russie, j'ai presque envie de dire là, c'est une campagne de communication pour l'État.
parce que l'image de la Russie a eu quand même pas mal de peut être critiques. biaisé auprès de certains. Voilà, sur un régime quand même assez autoritaire. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait une Coupe du Monde, mine de rien, qui se passe a priori très bien, il n'y a pas eu d'incident. Donc, est-ce que cette Coupe du Monde est aussi pas une grande campagne de communication pour un État? Je le pense aussi. Et pour les entreprises qui sont associées. Mais bien sûr, mais aussi, excusez-moi, mais la réalité du marché économique, vous avez vu la taille de Russie. La Russie, je veux dire, une entreprise qui investit en Russie, quand elle voit le nombre de consommateurs qui est en face, ça mérite de réflexion et de se dire qu'en fonction de ça, je peux investir des paquets ou des montants conséquents parce qu'il y a un vrai marché de consommateurs. Sachant aussi que la Russie, effectivement, avec Gazprom, c'est le sponsor officiel de la Ligue des Champions, je crois. Bien sûr. Bon, Gazprom, j'ai envie de dire, c'est du très haut niveau, quoi. C'est des budgets conséquents qui sponsorisent d'ailleurs plein de clubs européens, la Champions League, Coupe du Monde, etc. Chelsea, je crois. Mais là aussi, c'est presque un outil de communication, je n'ai pas envie de dire le bras armé de l'État, mais tout comme, au niveau de la communication, on voit que Gazprom est partout, c'est très impressionnant, on va dire la structure de cette entreprise. Merci en tout cas. C'est un Vous plaisir. nous avoir éclairé sur le marketing sportif, ses enjeux, les enjeux cachés aussi, parce que ces entreprises-là, mais en tout cas, on voit qu'il y a une dynamique qui doit prendre, qui a pris, mais qui doit encore prendre. Tout à fait. Autour de l'équipe nationale. Il y a une marge avec de ce rendez-vous progression. février 2019, Voilà. Cannes au Cameroun, avec aussi, on a vu que le produit, entre guillemets, qui avait été le plus marketé, ça avait été l'entraîneur, Hervé Renard. Tout à fait. Ouais, l'équipe nationale aussi. Oui, mais on a vu que lui était en tête de Oui, gondole, si je puis dire. parce que justement, il a beaucoup de charisme, donc il passe bien. Ouais. Tout à fait. C'est son côté beau gosse. Et sa chemise Voilà, blanche, c'est ça. le côté beau gosse. Merci en tout cas, Zakil Ahbabi, directeur général de TSM Transatlas Management. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci, c'était un plaisir. Merci.